On repart donc avec Pierre-Emmanuel Just. Salut Pierre-Emmanuel. Bonjour. Directeur délégué donc de Maslow. Référence à la pyramide, j'imagine. Un peu, oui. Connecté à vos besoins. Mais c'est pas le... Parce que on va parler construction. Je trouvais le nom très intelligent. C'est-à-dire, on parle de construction, donc on voit bien la pyramide. On parle de construction, de logement. Et voilà, j'imagine que le logement, il est quand même... Alors je sais pas où il est d'ailleurs dans la pyramide de Maslow, le logement, je dois dire. Mais enfin, il doit être quelque part... Se nourrir, se protéger. Oui, c'est ça. Oui, il doit venir quand même assez vite. Alors, c'est intéressant parce que j'avais vu passer en fait un communiqué de presse avant les annonces du gouvernement autour du logement. Et ta venue est encore plus intéressante parce que j'aurais pas fait ce titre sans doute il y a une semaine, sauver des investisseurs. Mais là donc, mais d'ailleurs peut-être ton avis là-dessus, c'est quand même une rupture. C'est la première fois donc moi je regarde depuis 1984, ouais. C'est ça, hein, depuis Méhaignerie, qu'il n'y a pas de dispositif d'incitation fiscale sur l'investissement locatif dans le neuf. Hein, et on parle bien du neuf. Ouais. C'est une rupture importante. Oui, c'est la première fois, effectivement, que le gouvernement ne prolonge pas ou n'encourage pas le dispositif. On va voir les conséquences, parce que c'est une nécessité aussi pour les promoteurs. On sait qu'aujourd'hui, une vente sur deux dans le neuf, ce sont des investisseurs. C'est ça. Que lorsqu'on monte une promotion, on a besoin de 50% de vente pour avoir sa garantie financière d'achèvement. Et que généralement, ce sont les investisseurs qui sont là, présents au départ, avant les primo-accédants ou les gens qui en font leur logement, tout simplement. Donc, c'est une rupture. On va voir comment ça va se passer. On va voir si les investisseurs profitent d'un effet d'aubaine déjà sur le court terme. On verra bien. Pourquoi le temps que le dispositif actuel s'éteigne, c'est ça? Oui, c'est quoi encore? Parce que je suis perdu dans les milliers. C'est encore du Pinel, là Alors, on a plusieurs dispositifs. Elle n'aura jamais été aussi célèbre que ça, Pinel plus, voilà. Donc mais c'est toujours autour de Pinel. Oui, qui a même succédé à Duflo. Exactement. Voilà. Jusqu'à fin 2024. Aujourd'hui, deux dispositifs cohabitent. Le dispositif Pinel et le dispositif Pinel plus pour les logements qui respectent des réglementations énergétiques. Et dis donc, Pierre-Emmanuel, tu viens de me donner peut-être une première clé de lecture que j'avais pas. C'est-à-dire que si tu te dis que tu es dans une crise cyclique quand même, et c'est quand même ça, hein, à un moment, l'activité économique, faut peut-être se réhabituer au cycle. L'idée, effectivement, de ne rien relancer te met en fait une pression là jusqu'à la fin de l'année. Qui peut relancer la machine. Fin 2024, quoi. Ouais, aujourd'hui, il y a des logements qui sont disponibles. L'idée, c'est d'accompagner les investisseurs et de leur dire quel est le bon investissement, quel est celui qui serait peut-être le moins intéressant. C'est ce qu'on essaye de faire, nous. On va raconter ça, évidemment. Évidemment. Mais effectivement, puisque généralement, quand il y a un changement de dispositif, si vous vous souvenez bien, quand on est passé de... C'était Cellier avant Duflo. Bien, Cellier. Voilà. On se pose toujours la question, qui se balade quelque part. Est-ce que le nouveau dispositif est mieux que l'ancien? Bon, là, comme a priori, il n'y en a pas de nouveau, finalement, mieux vaut tenir que courir. Est-ce que les investisseurs ne vont pas en profiter? Voilà. Il y a un peu de stock quand même, hein. Il y a à peu près 40 000 logements aujourd'hui en projet, à peu près la même chose en construction qui ne sont pas vendus. Il y a tellement de stock que la Caisse des dépôts est obligée d'y aller. 17 000 logements. Voilà, et enfin pour l'instant. Ouais. Mais visiblement l'État en attend un petit peu plus pour essayer. Ce qui est pas mal d'ailleurs, hein, en termes d'utilisation des fonds publics, parce que j'imagine que ces logements sont rachetés à prix bradé à des promoteurs qui étaient en train de... Généralement, c'est de l'achat en bloc. Voilà. Forcément, ça sera un peu dégrafé. Et donc comme c'est la Caisse des dépôts, derrière, ça peut faire des loyers qui sont des loyers un peu plus raisonnables. C'est aussi le cas en loi Pinel. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'investisseur privé, il achète et il met sur le marché des logements qui sont loués moins cher que le marché. Oui. Donc c'est aussi mettre des logements disponibles sur un marché locatif aujourd'hui qui est extrêmement tendu, notamment sur les zones très tendues. Oui, c'est super vertueux, mais le problème, et c'est Macron qui disait ça, on subventionne l'offre, on subventionne la demande, on subventionne les gens qui habitent à l'intérieur, on subventionne l'occupation. Et résultat, on n'a pas assez de logements et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. Hein. C'était ce que disait Macron. Et donc depuis 1984 et que ces dispositifs se succèdent, on n'a pas l'impression qu'on a résolu la crise du logement. Oui, mais il y a un sujet à arroser le sable quand même à un moment. Oui, mais si on le fait pas, on regarde combien ça coûte, il faut aussi regarder combien ça rapporte. Voilà, tout le monde dit qu'aujourd'hui l'immobilier neuf c'est 90 milliards d'euros de collecte, c'est de la TVA. C'est aussi ça. Et surtout, aujourd'hui, on ne va pas résoudre le problème du logement s'il n'y a pas un choc d'offres, qui était aussi promis par le président en 2017. Et on a besoin des investisseurs privés, des investisseurs Donc toi, publics. tu dis c'est dangereux?
Donc rentrons dans le vif du sujet. Là, Maslow, donc dont le boulot est, et on va y aller parce que derrière il y a des choses intéressantes sur le locataire, etc. Enfin bref, il y a une vraie expertise évidemment. Alors je vais te le dire, c'était Alain Dinin. Un jour, je discutais avec lui, donc ancien patron de Nexity, premier promoteur de France, et pour le rudoyer un tout petit peu, voilà, je lui disais mais en fait vous faites un métier sans risque. Regardez mec, sans risque, mais comment vous pouvez dire ça ? Sur l'emplacement, sur le locataire, sur les charges de copropriété, jamais c'est sans risque. Bref, je referme la parenthèse. Et on va y aller là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites donc à ceux qui viennent vous voir, saisissez-vous en urgence des derniers Pinel qui peuvent encore surgir? Non, nous, ce qu'on leur dit, c'est quoi? C'est qu'on avait l'habitude de jouer sur un terrain de foot et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un terrain de hand. C'est un peu ça l'idée. Ce qui a changé, c'est plutôt la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ma capacité d'épargne, ma capacité à lever de la dette. Donc, quand il y a 18 mois, je pouvais lever 300 000 euros, aujourd'hui, je peux lever 220 000 euros. C'est quoi le meilleur projet à 220 000 euros? C'est ça l'idée. Donc, chez Maslow, on essaye d'accompagner les clients, investisseurs, en les accompagnants. Donc, on a une offre globale, on peut réserver, financer, gérer son bien depuis son canapé, parce que peut-être que je vais devoir investir sur un secteur que je connais peut-être moins bien que ma résidence principale ou là où habitaient mes parents, par exemple. On a un algorithme aussi qui score chaque appartement. Est-ce qu'un appartement qui n'a pas d'extérieur, un appartement qui n'a pas de parking a la même valeur que finalement un appartement qui n'a pas ces deux choses-là? Et puis aussi l'expertise, parce que la data, ça fait pas tout. La data, la géolocalisation des commerces, des services... Ça fait énormément quand même, la data pour... Ça fait beaucoup de choses pour scorer un appartement quand même, comme tu dis. C'est indispensable. Parce que tu as la localisation, tu as les projets, enfin si on prend la région parisienne, tu as les projets du Grand Paris qui sont aujourd'hui stabilisés, enfin, tu as tout ça. Oui, mais ça suffit pas. Je vais vous prendre un exemple. Vas-y. Moi, pendant 9 ans, j'ai travaillé 59 avenue Maréchal de Saxe à Lyon. Géolocalisation, le tram, la pharmacie, la boulangerie, tout à côté, le marché, 200 mètres du 6e arrondissement de Lyon, tout formidable. En face de la caserne des pompiers. Quand je dis en face, la caserne des pompiers à Lyon, pour ceux qui sont déjà... Elle est dedans. J'ai jamais passé un coup de fil sur le trottoir sans être dérangé par les sirènes. Donc l'expertise, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la data vous dit, allez-y, les yeux fermés. Mais non, parce que tu te dis que tu as la caserne des pompiers en face. Oui, mais est-ce que c'est le commandement ou est-ce que c'est les camions qui sortent toutes les 10 minutes pour intervenir? Donc il faut un mec qui aille sur le trottoir pour passer une demi-heure pour se dire que c'est chaud quand même, quoi. En tous les cas, il faut de l'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'internaute, il a besoin de se forger une opinion derrière son écran et il a besoin de se rassurer sur ce qu'il pense être le bon ou le moins bon investissement. Ça, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, l'appétit français pour la pierre. Il change pas. Il ne change pas, 70% des Français veulent investir dans l'immobilier. Malheureusement, moins de Français peuvent le faire aujourd'hui. Du fait de la remontée des taux d'intérêt? Évidemment. Donc on attend beaucoup aussi du HCSF demain. On espère qu'ils vont réouvrir quelques portes, notamment pour les investisseurs, le calcul d'endettement. Donc l'idée, c'est d'essayer de remonter ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est ça? De le passer de 30 à peut-être 35%? Les trois pistes qui sont évoquées, il y a la piste des 35% et la piste de la durée. Ou alors aller à 25 ans, c'est ça. Voilà, maintenant les banquiers ne sont pas chauds et on peut les comprendre. Bien sûr. Après, sur nous, la clientèle qui nous intéresse sont les investisseurs, c'est plutôt le calcul d'endettement au différentiel. Aujourd'hui, dans un marché locatif tellement tendu, on prend 70% de vos loyers, on prend la dette alors qu'avant on prenait l'écart. C'est-à-dire quelqu'un qui était endetté sur le papier à 30%, il est passé à 40% et aujourd'hui on lui prête plus de sous, alors qu'il est là aussi pour pouvoir faire tourner le moteur de l'économie. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est peut-être ça qu'on attend demain des réunions du HCSF. Resolvabiliser les investisseurs. C'est pas mal parce que, et puis ça c'est, enfin même si, alors on va laisser les experts juger du risque, mais au moins ça coûte rien en termes de finances publiques. Exactement. Et puis on a des organismes de caution qui, enfin voilà, je veux dire aujourd'hui, ne pas prendre en compte le reste à vivre et quand j'investis dans une zone tendue avec un flux migratoire positif, avec une profondeur de marché, dans une agglomération qui fait plus de 100 000 habitants, dans des performances énergétiques qui font que je suis certain que mon bien, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, trouvera preneur à la location et à la vente, quel risque je prends ? Faible. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, on me dit, ah bah oui, tu gagnes très bien ta vie, mais tu as déjà une résidence principale et tu as un appartement. Bon bah, ton appartement, on va prendre que 70% de loyer, on va prendre 100% de la dette. Et donc, je vais pas te suivre. Revenons sur le plan logement, les dispositifs de défiscalisation. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir un basculement vers l'ancien? À partir du moment où le neuf a plus de soutien fiscal,
Est-ce que ça peut changer la donne pour l'ancien? Moi, je pense que le principal objet, c'est surtout la loi climat et résilience sur l'ancien. C'est-à-dire que là, le marché de l'ancien, il est tendu, voire baissier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40% du parc est dans des notes de DPE qui ne sont pas les bonnes. Et donc aujourd'hui, on sait qu'acheter de l'ancien, ça nécessite des travaux. Ce qu'on oublie souvent, et j'attire l'attention de nos téléspectateurs, c'est qu'on parle souvent de rénover le logement, la partie privée, mais on oublie souvent la copro. C'est-à-dire que quand j'en achète un appartement des années 70 ou des années 80, je peux en faire un super catalogue suédois en photo, mais ma copropriété, les diagnostics de performance énergétique qui vont arriver sur les copros, les plans pluriannuels de travaux, tout ça, ce sont des choses qui vont quand même être compliquées. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, un investissement locatif, ça doit respecter des fondamentaux. Tout ce qu'on se dit là, quand même, Pierre-Emmanuel, moi j'entends tout ça, là, il est peut-être urgent d'attendre. Est-ce que c'est pas le plus grand risque pour le secteur, en fait? Alors, là, tu viens de mettre, et merci, mais les uns derrière les autres, énormément de points qui, alors sans doute justifient ton expertise, mais peut-être aussi amènent l'investisseur à se dire, pouf, on va aller mettre ça du côté d'une assurance vie tranquille et puis on verra dans 2-3 ans comment ça tourne. Oui, mais dans l'assurance vie, il y a moi qui vais mettre des sous sur mon assurance vie au mois de janvier, je vais mettre 500 € et au mois de février, je vais toucher 500 € et des intérêts. On est d'accord. Si je fais de l'immobilier, je peux faire travailler l'argent des autres, celui du banquier, et a priori, on s'enrichit plus avec l'argent des autres qu'avec le propre. Voilà, donc quand on a l'effet de levier des crédits et le locataire qui peut y participer, et puis peut-être un avantage fiscal, et même, l'avantage fiscal n'est qu'un support sur l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours de se dire, est-ce que l'appartement... On prend des exemples, souvent, il y a des régions, il y a des villes en France sur lesquelles le dispositif Pinel n'est pas intéressant. Voilà. Aujourd'hui, à Bordeaux, vous êtes en zone B1, vous achetez un studio de 25 mètres carrés, vous allez pouvoir le louer 270 €, 260 €. Est-ce qu'un studio à Bordeaux, ça vaut 260 € sur le marché locatif? Non, ça vaut 500, 550, 600 s'il est très bien placé. Quel est l'intérêt de faire un dispositif Pinel à Bordeaux sur un studio? Aucun. Est-ce que c'est intéressant d'investir à Bordeaux, ville étudiante, sur un studio? Peut-être que la stratégie, c'est de la location meublée. Peut-être que la stratégie, c'est de partir sur des résidences services avec bague commerciale, tranquille, j'ai mon rendement, j'ai ma certitude sur le long terme. En tous les cas, c'est d'avoir un raisonnement marché, investissement, effet de levier. Aujourd'hui, on dit les taux sont élevés. Ok, ils sont plus élevés qu'il y a 18 mois. Ils sont dans une normalité qu'on a déjà pu connaître. Absolument. Si ça continue d'augmenter, j'ai bien fait de rentrer dans la danse. Et puis si ça baisse, je ferai comme tout ce qui s'est passé ces 5-6 derniers. Je vais renégocier. Donc finalement... c'est la grande idée, ça. Je vais renégocier. Peut-être pas. C'était la folie d'il y a 4-5 ans, là. C'était une espèce d'hystérie de renégociation. Oui, c'est ça. Les banques étaient... les taux de 2012-2017, tout s'était renégocié. Les banques étaient dépassées. Pour terminer, là, trouver le bon locataire, parce que tout ce qu'on vient de dire est très intéressant. Oui. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, Maslow, on a l'état d'esprit d'une start-up, on est jeune, on a été créé il y a quelques mois seulement, mais on s'appuie sur un groupe de 38 ans, Valoretti, on a 50 000 investisseurs qui nous ont fait confiance, et on gère aujourd'hui 16 000 logements. Et donc aujourd'hui, trouver le bon locataire, c'est trouver un locataire évidemment solvable, faire attention évidemment aux faux dossiers également qui sont aujourd'hui sur des marchés tendus. Vous ratez l'appartement une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez tendance à arrondir un petit peu les bulletins de salaire. Mais tu comprends, Pierre-Emmanuel, que ton expertise, elle va amener à sortir, je ne fais pas de la morale, mais elle va amener à sortir ceux qui sont sortis de tout d'une manière générale. C'est-à-dire développer une expertise pour trouver le bon locataire. En gros, je vais le dire un peu brutalement, ça va être mes enfants, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème, tu as une solide caution parentale, tu as tout ce qu'il faut, etc. Et ceux qui ont besoin de rien, en fait. Aujourd'hui, nous, on le fait pour les clients. C'est-à-dire qu'effectivement, on va interroger l'employeur pour vérifier que Pierre-Emmanuel Juy est bien salarié en CDI. Est-ce qu'on ne pourrait pas aider le locataire à trouver le bon propriétaire? Alors oui, mais aujourd'hui le marché est tellement tendu. C'est-à-dire que sur le marché locatif aujourd'hui, moi je vis dans une ville où il y a le plafonnement des loyers, mais le plafonnement des loyers n'a jamais résolu quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mon locataire qui peut payer 800 € de loyer, on dit voilà, le propriétaire tu peux plus louer 800, tu vas pouvoir louer 700. Mais le locataire qui est choisi, c'est lequel? C'est celui qui pouvait payer 800, puisque j'ai 50, 60, 80 demandes de dossiers sur mon logement. Donc en fait, choisir le bon locataire aujourd'hui, c'est juste s'assurer évidemment qu'il est solvable, et puis de vérifier. Et s'assurer que l'ensemble des déclarations qu'il fait sont sincères et correctes. Exactement. Voilà. Et puis se faire accompagner par des professionnels qui connaissent bien le marché. Peut-être aussi d'envisager, lorsqu'on fait un investissement locatif dans le neuf, de dire quel est mon marché à la sortie. Est-ce que si j'investis, je ne sais pas moi, dans le Var aujourd'hui, j'ai une sortie résidence principale, j'ai une sortie résidence secondaire, j'ai une sortie location saisonnière, j'ai une sortie immeublée.
Voilà. Pierre-Emmanuel, merci pour tout ça. Merci. Maslow donc, avec nous, Pierre-Emmanuel Jus sur Bismart.